Bienvenue à tous dans Économie le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, la 5e conférence Transtech à Tel Aviv. Elle s'est déroulée mardi en présence de nombreux leaders économiques israéliens et européens. Un colloque axé sur les transferts de technologies. Qu'en est-il des échanges dans ce domaine entre la France et Israël? Un an après la visite et les promesses de François Hollande, nous ferons le point dans un instant avec deux invités. Mais avant cela, nous reviendrons sur la fin hier du programme exceptionnel de soutien monétaire de la Réserve fédérale américaine. La Fed va bien refermer le robinet à dollars, la planche à billets. Comment les marchés mondiaux réagissent-ils? Eric Lewin sera avec nous. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Un point d'abord, comme chaque jour, sur l'essentiel de l'actu économique, avec ce tournant historique, la fin annoncée du secret bancaire. Hier, à Berlin, 80 pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, se sont engagés à instaurer l'échange automatique d'informations à des fins fiscales. Grande puissance et petits paradis fiscaux, c'est la promesse pour chacun de ces États de communiquer toutes les données bancaires de leurs non-résidents au pays d'origine d'un contribuable. La transparence invitera désormais aussi au Liechtenstein ou aux îles Caïmans. Les technologies de communication facilitent le transfert d'argent sur d'autres continents et donc le fait de ne plus payer d'impôts. Aussi, l'échange automatique d'informations est une réaction pragmatique et efficace au problème de la gouvernance globale. Il est insupportable pour nos contribuables que nous avons mis les uns et les autres à contribution de voir le sentiment que certains payent leurs impôts, parfois plus, alors que d'autres échappent à l'impôt. En bref, à présent, quelques indicateurs en Europe. D'abord, une confirmation, la croissance est bien de retour en Espagne. 5e trimestre consécutif de hausse du PIB pour Madrid, plus 0,5% au 3e trimestre par rapport au 2e. Et en rythme annuel, cette croissance atteint 1,6%. Autre donnée, l'état de l'emploi en Allemagne avec une baisse plutôt inattendue du nombre de chômeurs. 22 000 de moins à 2,88 millions. Le taux de chômage reste, lui, inchangé à 6,7%. Et à Bruxelles, c'est depuis hier que Russes et Ukrainiens tentent de résoudre leur litige autour du gaz. Kiev, quasi insolvable aujourd'hui, doit toujours 4,5 milliards de dollars aux Russes Gazprom, d'après Moscou. Toujours pas d'accord pour l'heure. Les discussions piétinent sur le soutien financier de Bruxelles à l'Ukraine. Pour l'Europe, l'enjeu est de s'assurer que le gaz russe qu'elle achète pourra bien transiter cet hiver par l'Ukraine. Notre objectif est de parvenir à un accord provisoire pour l'hiver qui sécurise l'acheminement via l'Ukraine du gaz russe acheté par l'Europe jusqu'à fin mars 2015. Les discussions devraient reprendre en principe ce jeudi soir. Est-ce la fin d'une époque pour Samsung? Au 3e trimestre, le géant sud-coréen a vu son bénéfice net plonger de 49% sur un an. Signe inquiétant, le bénéfice opérationnel de la branche mobile perd 74%. La faute en partie à la montée en puissance des fabricants chinois qui mettent à mal le leadership mondial de Samsung. Et les mobiles pèsent désormais 43% des profits du groupe contre 76% il y a encore 6 mois. Le titre Samsung gagnait tout de même 4,5% à la clôture à Séoul. Et puis ce nouveau rapport de l'ONG Oxfam qui fera sans doute une fois de plus beaucoup de bruit. Il indique que le nombre de milliardaires dans le monde a presque doublé depuis la crise financière de 2008. On en dénombre aujourd'hui plus de 1600 et leur richesse cumulée a gagné 120% sur les 4 dernières années à 4200 milliards de dollars. C'est 2 fois le PIB de la France. Oxfam affirme qu'un impôt de 1,5% sur ces fortunes permettrait bien de scolariser tous les enfants de la planète avec en prime une couverture santé universelle dans les pays pauvres. Le nombre de milliardaires a plus que doublé depuis la crise financière et il y a encore plus d'1 milliard de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. C'est une situation inacceptable. Nous vivons dans ce monde d'abondance où certains ne disposent pas encore d'écoles décentes pour leurs enfants, ni d'accès à l'eau courante ou à l'électricité. Pendant que les très riches deviennent de plus en plus riches, c'est une tragédie. Tous les regards étaient tournés hier soir vers Washington. Comme prévu, la Fed, la Réserve fédérale, a acté la fin de son programme de rachat d'actifs. Le robinet à dollars aura dopé la croissance américaine ces derniers mois et surtout les marchés d'actions. Alors les taux d'intérêt resteront, eux, au plus bas encore un bon moment. Et en ligne avec nous depuis Paris, Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Alors tout le monde s'y attendait, malgré quelques rumeurs contraires ces derniers jours. Vous pensez que la Fed a eu le sens du timing cette fois et est-ce que sa stratégie a vraiment porté ses fruits ?
Écoutez, on sait depuis décembre dernier que fin octobre, la Fed allait arrêter son QE. Elle n'avait finalement pas beaucoup de choix, tout simplement parce que l'économie américaine est beaucoup plus robuste. PIB au deuxième trimestre, plus 4,6%. Cet après-midi, il y a un PIB qui est sorti sur le troisième trimestre à plus 3,5% alors qu'on attendait 3%. L'emploi se porte mieux, le chômage est au plus bas depuis 6 ans à 5,9%. Les prix d'immobilier ont augmenté de 10% par an sur les 2 dernières années. Bref, la stratégie a permis à l'économie américaine de repartir. Alors c'est vrai qu'il y a eu la création de bulles, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sûr de la transmission de l'économie financière vers l'économie réelle, mais en tout cas la Réserve fédérale, confrontée à une économie robuste, à un chômage qui va mieux, n'avait absolument pas le choix. Alors Eric, on se souvient quand même qu'après la fin des 2 premiers programmes de rachat d'actifs de la Fed, en 2010-2011, Wall Street s'était bien écroulé quelques semaines plus tard. Est-ce que c'est un scénario auquel il faut s'attendre cette fois encore ? Alors d'abord, après la fin du QE1, il y avait une baisse de 16% du S&P, de 17% après la fin du QE2. Mais moi, j'ai regardé depuis décembre 2013, date à laquelle la Fed a commencé à ralentir son QE. Et puis depuis cette période, le S&P a gagné 12%. Donc on n'est pas du tout dans un krach des marchés pour l'instant. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment la Fed va gérer la hausse des taux. Parce que dans le communiqué d'hier, c'est très clair. La Réserve fédérale américaine va sans doute augmenter ses taux à partir du deuxième semestre 2015. Et là, c'est vraiment une histoire de timing. Si la Fed réussit vraiment à avoir un timing, à avoir des propos mesurés et à ne pas inquiéter les marchés, ça devrait passer. Si par contre, il y a des erreurs de stratégie, alors là, les marchés pourraient décrocher. Mais pour tout vous dire, David, je vais vous faire un aveu, je n'y crois pas pour l'instant. Merci Eric Lewin pour ces éclairages. Et on rappelle, vous l'avez dit, que la croissance américaine ressort donc à 3,5% au troisième trimestre en première estimation. Allez, le dossier du jour, la 5e édition de la conférence Transtech à Tel Aviv. C'était mardi, un colloque organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France. Alors son but, comprendre le transfert de technologies en Israël, mais aussi le potentiel des technologies financières. L'occasion également de rencontres pour de nombreux leaders économiques israéliens et européens. On regarde d'abord ce reportage d'Anthony Lesme. Doubler les échanges économiques entre Israël et la France, c'était l'objectif à moyen terme, annoncé par François Hollande lors de sa venue en Israël l'année dernière. Les exportations françaises vers Israël ont d'ores et déjà augmenté de 4,5% en 2013, atteignant les 1,2 milliard d'euros. Côté importation, Paris privilégie le high-tech israélien comme cible principale d'une future croissance des échanges. Les événements se multiplient, comme celui du Transtech, où chercheurs et entrepreneurs des 2 pays impulsent de nouveaux partenariats. L'idée de base avec l'Université de Tel Aviv, la Chambre de commerce Israël-France et d'autres partenaires, c'est de mettre en place un véritable programme France-Israël de management du transfert de technologies et de savoir-faire dans lequel les Israéliens ont un apport de connaissances absolument extraordinaire. C'est ce qui a attiré le groupe français Ségoula. Fort de 6 800 collaborateurs dans le monde et d'un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, le groupe d'ingénierie et de conseil en innovation a ouvert une structure en Israël. Aujourd'hui, nous regardons, je vois à peu près une dizaine de start-up par semaine qui nous permet justement de jauger le marché. Et je pense que dès le deuxième semestre de l'année, nous pourrons commencer à faire des acquisitions réelles de sociétés. Des efforts concrets sont menés par l'ambassade de France pour multiplier les initiatives bilatérales, notamment la FIRAD. 2 appels à projets par an sont conjointement financés par les 2 pays. Pour candidater, il faut déjà un projet d'accord entre une structure française et une structure israélienne. En général, plutôt des petites entreprises, donc des start-up, plutôt dans une phase de démarrage de leur activité. Et ces 2 entreprises doivent déposer un projet d'action commune, de partenariat, et le déposer conjointement en France et en Israël, à la Banque publique d'investissement en France. La FIRAD est l'une des nombreuses structures parmi les différents programmes européens de développement. L'Europe a mis en place le programme cadre dont Marcel Chaton a eu la charge pour le gouvernement israélien en matière de recherche et développement. Pour lui, c'est clair, la France a actionné une nouvelle impulsion. Il y a un phénomène où le programme cadre et les activités bilatérales ont été très importants comme ingrédients de ce processus, c'est que les grandes boîtes américaines ont depuis 10-15 ans, à la suite d'Intel, commencé à mettre en place des centres de recherche. Et on a maintenant, avec les Européens,
un peu ce même phénomène. Si Tel Aviv est devenue une place incontournable de l'innovation mondiale, la crainte de perdre les marchés arabes reste toujours un obstacle pour une partie des entreprises françaises. Reste que le besoin de croissance trouve un écho dans les solutions israéliennes et que les startups cherchent toujours des moyens de produire et commercialiser leurs idées en France et en Europe. D'ailleurs, un autre salon de l'innovation est prévu à Paris cette fois, ce sera le 16 décembre. Et avec nous sur ce plateau, j'accueille Marcel Chatton. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ICERD, une structure interministérielle israélienne qui promeut les activités de recherche et développement d'Israël en Europe, c'est bien ça? Vous avez raison. Je peux ajouter que c'est une structure interministérielle qui a été mise en place à la suite de l'accession d'Israël au programme cadre européen. Alors on va en reparler justement dans quelques instants. On accueille également Daniel Rouache, bonjour. Bonjour. Vous présidez la Chambre de commerce d'industrie aussi Israël-France, qui est justement à l'initiative de ce colloque. Une réussite cette année, cette 5e édition? Oui, 315 inscrits, 225 présents, 50 conférenciers qui viennent de plusieurs pays, un ensemble de conférences. Et ce que les participants ont aimé, c'est le fait que les speakers, les conférenciers et autres avaient une très grande accessibilité. L'université de Tel Aviv est un cadre idéal. Et nous avons eu du soleil ce jour-là, donc c'était absolument merveilleux. Donc un moment important pour les relations entre Israël et la France qui sont appelées à se développer. On est un an après la visite de François. Oui, surtout sur les opérations de transfert de technologie, d'échange de technologie et de savoir-faire, les échanges d'expériences. En fait, ce genre de forum, de colloque que nous avons organisé, qui a été également sponsorisé par les grands leaders français et israéliens, présente un intérêt certain. Les gens veulent se voir, les spécialistes veulent se voir, les experts veulent échanger. Et surtout également veulent connaître les bonnes pratiques des affaires entre la France et Israël. Ouais, donc un rendez-vous qui prend du galon. Marcel Chatton, parlez-nous un petit peu de ce programme cadre dont on parlait. C'est un moyen aussi, d'après vous, de subventionner directement la recherche israélienne? C'est un moyen de subventionner, mais la subvention n'est qu'un moyen, c'est un instrument. La raison d'être de la participation israélienne dans ce programme, c'est de développer les synergies industrielles et universitaires entre Israël et l'Europe. Dans ce programme, en fait, Israël est considéré comme étant un pays européen. C'est peut-être le seul programme européen où c'est le cas. Nous faisons partie de comités internes de l'Europe. Dans ce sens, nous sommes européens. Bien que nous soyons le seul pays qui n'ait pas le label européen à partir de la définition du Conseil de l'Europe. Ouais. Alors Daniel Rouache, vous êtes, vous l'avez dit, enseignant, vous êtes expert justement dans le domaine des transferts de technologies, dans l'intelligence économique. Quel est votre regard aujourd'hui sur les partenariats entre l'Europe et Israël? Alors, je suis professeur permanent à l'ESCP Europe et également visiting professeur au Technion et à Tel Aviv. Mon regard est très positif. Très souvent, on me donne tout un ensemble de chiffres en disant regardez ce qu'on fait avec l'Inde, la Chine, regardez ce que les Israéliens font avec les Américains. On oublie que les relations technologiques et partenariales avec les Européens sont absolument exceptionnelles, que la France est l'un des 5 partenaires clés, 5-7 partenaires clés d'Israël en matière d'échanges technologiques et autres. Parce qu'on a quand même le sentiment souvent que ça penche beaucoup vers l'Asie quand même, Israël aujourd'hui. Ça penche beaucoup vers l'Asie, mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a un besoin de visibilité. Donc cette conférence est pratiquement le haut de l'iceberg, c'est-à-dire il se passe énormément de choses, on ne le voit pas, mais le haut, on a besoin que de temps en temps les gens se rassemblent. On a rassemblé 50 speakers, par exemple, on a présenté un travail qui a été fait par Lionel Corr de l'ambassade de France avec le docteur David Harari. On a parlé des transferts technologiques, du laboratoire vers l'industrie. On a invité par exemple le patron de SEB. On a invité des gens, si vous voulez, qui n'ont pas obligatoirement des plateaux pour échanger les savoirs. Et quand même 225 personnes qui s'assoient une journée entière dans différentes salles, c'est pas très courant en Israël. Alors Marcel Chatton, vous êtes bien placé vous aussi pour parler de l'état des relations entre l'Europe et Israël au niveau de la recherche. Globalement, comment ça évolue ces relations aujourd'hui? Je crois que si on regarde rétrospectivement, quand nous nous sommes associés au programme en 1996, on fait une photo de ce qui s'est passé à l'époque. Et une photo aujourd'hui, on verra des différences, je ne veux pas dire dramatiques, mais des différences très importantes. Il est possible, et c'est ça le problème, si je reprends la question que vous avez posée, professeur Rouache, c'est
il est difficile, quand ça marche bien et ça évolue bien, de voir les différences. C'est seulement quand il y a un problème qu'on parle de vous. Mais quand ça marche bien, ça marche bien. Et apparemment, c'est ce qui se passe avec l'Europe. Et alors, dans le détail, il y a quand même des différences. Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, de traiter avec la France qu'avec l'Allemagne, par exemple? C'est plus difficile. On sait que quand les Israéliens vendent 100 à la France, ils vendent 200 en Allemagne. Parce qu'il y a des relations qui se sont instaurées par des grandes multinationales comme le groupe Siemens et autres. Il y a une volonté. Il y a un passif. Il y a une véritable volonté, mais ça fait partie de l'histoire, l'histoire d'Adenauer, Ben Gurion et autres, de faire en sorte que l'Allemagne et Israël renouent des liens très sérieux. Et la technologie a été là. Pour la France, il y a un point qui est tout à fait nouveau, c'est que Laurent Fabius et toute son équipe. Je suis désolé de vous interrompre, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.